Depuis que j'ai 14 ans, je sais que je serai entrepreneur. En 95, tu faisais pas de PowerPoint, tu faisais des transparents. Les routines m'ennuient profondément, donc j'ai besoin d'éclectisme. Mon budget est à plus 35 en 2009 et on va faire moins 34. On va être contraint de licencier beaucoup de monde pour survivre. Et ça va créer des traumatismes très 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 importants. J'étais en colère quand il m'a dit ça, mais j'étais fou de rage. L'épanouissement, c'est pas le bonheur au travail. Bienvenue dans Irrésistible, je suis Pierre-Yves Pajot-Soresso et dans cette émission, on va au-devant des personnes inspirantes, innovantes, et on va essayer de percer leurs secrets pour justement être irrésistible. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Gérard. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je crois comprendre que le temps est compté et qu'il y a toujours plein de choses à faire, donc c'est vraiment très sympathique de ta part. Alexandre, tu es un entrepreneur depuis très longtemps. Tu as créé et dirigé plusieurs entreprises. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ton parcours, et ce pourquoi tu es quand même assez connu maintenant, c'est pour cette notion de nouveau modèle d'entreprise, entreprise libérée. Et même si tu en as déjà pas mal parlé, j'aimerais qu'on revienne un peu sur justement ce qui t'a fait basculer, ce qui t'a amené sur ce modèle-là. Et puis après, j'ai des petites questions justement sur les implications après dans ton entreprise et peut-être dans ta vie d'homme. Avec plaisir, avec plaisir. Si j'ai bien compris, j'ai essayé de faire un peu mes devoirs, la bascule s'est fait autour de 2009, c'est ça ? Alors exact, peut-être pour brosser un petit tableau, donc je suis mayennais d'origine, j'ai passé 20 ans en Mayenne, j'ai passé 30 ans à Nantes, et je vis depuis quelques années à Bordeaux. Les nouveaux chemins ont toujours été quelque chose d'important pour moi dans la vie. Créer, imaginer, réinventer, ça a toujours été quelque chose assez important pour moi. Et donc, depuis que j'ai 14 ans, et je ne sais pas te dire pourquoi, parce que je ne suis pas d'une famille d'entrepreneurs, depuis que j'ai 14 ans, je sais que je serai entrepreneur. Et donc, à 14 balais, à Laval, j'allais à la chambre de commerce, j'achetais les bouquins pour savoir si j'allais créer une SARL ou une ERL ou une SA. Ah oui, à ce point-là. À 14 ans. Qu'est-ce qui t'a... Je veux dire, il a bien fallu que tu en entendes parler une première fois. Ben, je ne sais pas te dire, parce que je te dis, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Ok. Donc, je ne sais pas te dire pourquoi. Et donc, ça commence comme ça. Et puis, j'ai plutôt un parcours assez compliqué à l'école. Je n'ai pas vraiment fait pour le système scolaire conventionnel, on va dire comme ça. Okay. Et donc, après mon bac, je vais finalement faire une petite école de commerce à Nantes qui va devenir Audencia Bachelor. Et sur lequel je vais apprendre quelques clés du business qui vont être importantes pour moi pour la suite. Puis service militaire. Et j'ai la chance, pendant mon service militaire, en fait, de travailler à mon projet, qui est la création de ma première entreprise. Et ça ne va pas du tout se passer comme ça, comme d'habitude, puisque à la fin de mon service militaire, le hasard de la vie fait que je vais rencontrer plusieurs personnes qui vont me demander de bosser sur un business plan, en disant on a envie de créer une entreprise, on a envie de faire un truc autour de ce sujet-là, on ne sait pas trop comment, est-ce que tu veux bosser sur un business plan ? Alors, pour se rappeler, hein, on est en 95. Okay. En 95, tu faisais pas de PowerPoint, tu faisais des transparents. Donc, je leur présente un soir à ces trois chefs d'entreprise de la région nantaise. Je leur présente un certain nombre de slides pour leur dire, ben voilà, ce projet-là, on peut faire des choses sans doute si vous voulez. Et voilà comment je vois le projet. C'était le début de Chronoflex, c'est ça ou... Eh bien, c'est ce qui a amené la création de Chronoflex. Ok, d'accord. Et donc, à la fin de cet échange, je leur dis, si vous voulez que ça fonctionne, dans ma lecture, il faut un numéro de téléphone national qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut des véhicules d'intervention sur toute la France, au moins une centaine, pour arriver dans l'heure et dépanner dans l'heure. Enfin bref, je leur pose un espèce de business model. Mais ça existait déjà quelque part, ça ? Alors, ça existait à l'époque à l'étranger, mais je ne le savais pas. En France, ça n'existait pas. Et donc, je leur décris, je leur dessine une feuille, si tu veux. Et à la fin de cette rencontre, ils vont me faire sortir. Ils vont discuter pendant une demi-heure. Ils me font revenir. Ils me disent, écoute, ça nous intéresserait d'aller plus loin, mais on voudrait que ça soit toi qui s'en occupe. Okay. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour moi. Oui, parce que tu étais sur d'autres projets. Parce que j'étais sur mes autres projets et ça, c'était pas très compatible. Et finalement, la nuit porte conseil et je vais dire oui le lendemain. Et donc là, la première nouvelle, c'est que je me dis, tu vas commencer dans ce bungalow-là. Donc un bungalow de chantier. Tu vois ce que c'est un bungalow de chantier ?
Un C'est préfabriqué. truc hyper sexy, là. Ouais. Et donc, je vais commencer là-dedans. Et le premier jour, je vais acheter à la supérette du coin, je vais acheter un seau, une serpillière, un pot d'Ajax pour nettoyer le truc parce que c'est un gourbi, Ok. une table, une chaise et un téléphone et ça va commencer. Donc, tu es en train de nous dire que déjà, pour bien travailler, il faut quand même être dans un contexte confortable et Ouais, sain. c'était pas très confortable, mais moi, c'était propre. C'est bon. Et donc, finalement, l'histoire va commencer comme ça et ça va être une histoire absolument magique. Ils m'ont permis, ces 3 personnes-là m'ont permis de faire un truc de dingue. Et donc, la boîte va passer de 2 personnes, on commence à 2 là, et va aller jusqu'à 300, 400 personnes à peu près. Donc, c'était une entreprise qui faisait de la livraison? Alors, c'est une entreprise. Donc, cette première entreprise créée faisait du dépannage de flexibles hydrauliques sur les chantiers. Ah oui, donc quelque chose de très précis quand C'est même. quoi un flexible hydraulique? C'est une espèce de bout de tuyau noir que tu as sur les chariots élévateurs, les engins agricoles, les engins de travaux Ok. publics, les camions. Et ça, c'est le tuyau véhicule de l'huile qui permet d'amener la puissance. Et en fait, quand le flexible lâche, la machine s'arrête, le chantier s'arrête, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, l'idée, c'est juste d'avoir des véhicules d'intervention que tu peux appeler n'importe quand, n'importe où, sur toute la France et maintenant l'étranger, et qui vont arriver dans l'heure, dépanner dans l'heure. Des urgentistes de C'est chantier. exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, on va créer ce métier en France et ça va être une aventure juste merveilleuse, quoi. Et j'imagine, parce que ça doit être nécessaire dans d'autres cas de figure, vous avez dû être copié sur ce mode de fonctionnement, non? Alors, c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné. Donc, évidemment, je me suis dit, dans quel autre métier Bah ouais. on a les mêmes contraintes de coût d'arrêt machine, d'arrêt de chantier, etc. Et j'ai passé 30 ans de ma vie à chercher d'autres choses aussi pertinentes et j'en ai pas trouvé. Ah ouais. J'en Ok. ai pas trouvé. Alors, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer d'autres entreprises. En 2000, je vais démarrer. Donc là, on est en 95, fin 95. En 2000, je vais démarrer une autre activité sur une plateforme, en fait, une première plateforme spécialisée dans l'optimisation des frais généraux. Bon, je pense que j'étais un peu trop avant le marché. Et je pense que c'est développé après, mais Ah, peut-être qu'il te manquait, parce qu'aujourd'hui, avec les outils qui existent et avec. il n'existait pas à l'époque. Ouais, c'est ça, ça devait être Et peut-être donc, plus compliqué. Donc en fait, c'était l'optimisation des frais généraux pour les PME en France. Ça s'appelait Cité Achat, qu'on a ouvert en deux entités. Une première qui s'appelait Malicité, qu'on a converti en deux entités. Une première qui s'appelait Malicité, puisque tous les savoir-faire achats qu'on avait, on les a mis à la disposition des comités d'entreprise. Et donc, on allait voir les comités d'entreprise du coin, on leur vendait un abonnement, ce qui permettait à tous les employés de ces comités d'entreprise d'avoir plein de remises sur le blanc, le brun, les bagnoles, mais aussi les voyages, le spectacle, voilà, tout ce que tu pouvais imaginer, quoi. J'ai l'impression Voilà. qu'à chaque fois, il y a quand même en tout cas chez les entrepreneurs qui arrivent à créer des choses qui fonctionnent bien, réussir à voir ce que les autres voient pas. C'est-à-dire dans l'interstice, Ouais. et se placer sur le Ouais, truc que. C'est ce qu'on essaye, en tout cas. Ouais. C'est ce qu'on essaye. La deuxième entité, c'était Marjup qui permettait de réduire les coûts d'achat stratégiques, mais sous forme d'audit. Et puis, il y a eu d'autres entreprises, il y en a eu 10 en fait en tout, 10 activités qui ont été lancées comme ça successivement. Et finalement, en 2006, je crée une coiffe, un groupe qui va s'appeler Innovon et qui va chapeauter toutes ces activités-là. Voilà. Qui Donc, il y en existe a toujours aujourd'hui. Innovon qui existe toujours aujourd'hui, et donc avec des activités dans les bouquins, l'écriture de livres, la communication, événementielle plus particulièrement, dans l'IT, dans la carrosserie, dans l'électricité, enfin il y a plein de D'accord. choses très différentes. Ouais, j'ai besoin d'éclectisme. J'ai l'impression, Les ouais. routines m'ennuient profondément, donc j'ai besoin d'éclectisme. Et ça, c'était pour moi assez incroyable. Et donc j'en arrive, je suis désolé de tous ces Non, mais c'est très bien de parce que contextualiser. j'arrive à ce qui s'est passé à la crise de 2009, en fait. Donc on était 300, donc on part de zéro, on est à 300 dans le groupe en 2009. Le groupe vient d'être créé, justement. On a créé les dernières entités. Et en fait, jusqu'en 2009, je m'étais jamais posé beaucoup de questions sur comment faire les choses. Ok. C'est-à-dire Tu que avançais. j'avançais, puis tu vois, je pensais que j'étais le plus légitime pour pouvoir prendre toutes les décisions qui étaient nécessaires pour faire avancer ces boîtes, pour les guider, les orienter. J'y mettais mes tripes, j'y mettais tout ce que j'avais, financièrement, etc. Donc, je voyais pas comment une personne pouvait être plus engagée que moi pour faire ce genre de choses. Je comprenais pas que ça soit possible. Et finalement,
En 2009, on se fait molester de manière très, très significative, puisqu'on est sur un marché. Mon budget est à plus 35 en 2009 et on va faire moins 34. Ok. Donc, tu vois ce que ça fait, les écarts. Hein. C'est pour tous ceux qui sont Ah oui, dans oui. les affaires, tu comprends. Quand tu prévois ça et que tu fais ça, c'est cauchemardesque. Et finalement, donc, on va être contraint de licencier beaucoup de monde pour survivre. Et ça va créer des traumatismes très, très, très importants, à la fois dans le collectif, mais chez moi aussi. Hmm. Qu'on pourrait résumer en disant je ne veux plus jamais avoir à virer des gens que j'ai pas envie de virer. Quoi. Voilà. Je ne veux plus jamais avoir à faire ça. Et là, euh, en fait, l'orage passe. Et puis, tu sais ce qu'on disent les Asiatiques quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Bah, c'est ce qui s'est passé pour moi. Un jour, je reçois une invitation à une conférence qui va changer ma vie. Elle était intitulée L'entreprise du 21e siècle existe, nous l'avons rencontrée. Et en dessous, il y avait un petit cartouche qui disait Fonderie Favi, leader de la fourchette de boîte de vitesse. J'ai dit putain, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le titre est pas engageant comme ça. Ah non. Mais quand tu fais du dépannage de flexible hydraulique sur site, tu te dis bon, Oui, il y aura oui. des trucs quand même. Et finalement, je vais à cette conférence et ça va être un cataclysme. Je rencontre pour la première fois de ma vie Jean-François Zobrist, qui est le fondateur de cette entreprise. Enfin, le fondateur, non. Le dirigeant de cette entreprise, c'est pas le fondateur. Et Jean-François va décrire un nouveau monde. Il va me donner une paire de lunettes qui va me permettre de changer complètement mon regard sur le monde. Et ça va être... il y aura un avant et un après, pour moi. Et ça a été vraiment, enfin, comme on l'imagine un peu dans les films, la révélation. Exactement. C'était le... Ou est-ce qu'il y a eu quand même encore au fond de toi quelques freins en te disant En fait, j'avais l'intime conviction, après cette rencontre, que là était le chemin. Après, comment y aller, je n'avais aucune idée. Mais je savais que c'était par là qu'il fallait que j'aille. Et donc, à la fin de la conférence, je me précipite, je vais le voir, je lui dis, Monsieur Zobrist, comment on fait pour aller plus loin? Et là, il me regarde et il m'envoie péter en me disant, mais tu démerdes-toi, quoi. Il m'envoie sur les roses. Et je ne l'ai compris qu'après, mais il avait appuyé sur le bon bouton chez moi. C'est-à-dire c'était la colère. Hein. J'étais en colère quand il m'a dit ça, mais j'étais fou de rage. Je l'aurais bouffé. Hein. Et j'ai dit, mais quel con! Mais quel con! Et finalement, il avait appuyé sur le bouton de la colère chez moi, qui est une force motrice très puissante, Ok. et qui va faire que, je vais dire, mais je vais y arriver tout seul. S'il veut pas m'aider, je vais y arriver tout seul. Et là, je vais commencer à lire beaucoup, une fois, 10 fois. Enfin, c'est tellement un autre monde que les bouquins qu'il a écrits, il en avait écrit 5 à l'époque. Je les ai tous lus 2 fois, parce que, tu vois, je les comprenais pas. En fait, ça décrit un monde qui est tellement différent de ton Oui, schéma. t'avais même pas la trame au début, quoi. Voilà. Et il fallait que je lise, que je relise pour commencer à apprendre les choses. Et puis le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré d'autres personnes, après un gars qui s'appelle Isaac Getz, qui a pas mal théorisé sur le sujet, puis d'autres entrepreneurs, et on a monté un espèce de collectif, et on a avancé en meute. En fait, on a chassé en meute, c'est-à-dire que tout ce qu'on vivait comme expérience chez les uns et chez les autres, eh bien, on le partageait. Tiens, j'ai fait ça, et voilà, et on se visitait. Et donc, on a beaucoup appris ensemble, en fait, en pair, en logique de pair. Et donc ça a été très fort. Bref, donc il y a eu un avant, 15 ans, et il y a eu un après, 15 ans. Un avant sur lequel je pensais que c'était moi qui avais la vérité, la voie, le chemin. Mhm. Et puis un autre sur lequel j'ai compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait, en fait. Et la preuve, c'est que l'entreprise fonctionnait beaucoup mieux après qu'avant. Ok. Ça, c'était Donc c'était assez probant. C'est-à-dire que quand tu regardes le bas de ligne, ça marchait beaucoup, beaucoup mieux après. Donc l'entreprise qui était passée à 200 personnes est remontée petit à petit à 400 personnes. Et alors, je me fais un peu l'avocat du diable. Je t'en prie. C'est qu'elle a quand même réussi à grossir avec l'ancien modèle jusqu'à 300 personnes. Pourquoi à un moment vous avez été molesté, ça a pu fonctionner, et qu'est-ce qui, dans ce nouveau modèle, a permis de repartir derrière? Alors, il y a eu plein de choses. Mais si j'avais à les décrire, je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. La première, ça a été une transformation profonde de l'équipe dirigeante. Ça, c'est vraiment le premier sujet. C'est-à-dire, tu connais peut-être cette phrase de Jacques Chaise qui dit « La porte du changement s'ouvre de l'intérieur ». Ou Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Mais en fait, le changement, ça peut commencer que par toi. Et ça, si tu acceptes et que tu comprends ça, déjà, ça aide. Voilà. Et donc, toute l'équipe de direction a fait un sacré boulot, développement personnel, coaching, etc. Enfin, vraiment, on s'est tous fait secouer fort.
fort. Le deuxième point, c'est que on a mis 1 an et demi. On n'a pas parlé du sujet dans la boîte pendant 1 an et demi. On était dans une logique dire faire rire, faire taire. Donc en fait, on faisait des choses plutôt que de les expliquer. Ok. Oui, parce que à trop vouloir expliquer les choses, des fois, il peut y avoir un peu une confrontation, ou en tout cas une Exactement. inquiétude. En fait, surtout que quand tu n'es pas aligné derrière ce que tu dis, ça peut pas marcher. Donc, pendant 1 an et demi, on n'a quasiment rien dit. On essayait de faire les choses différemment et on voyait comment ça réagissait. Et puis à un moment, on a fait la grande bascule, ce qu'on appelle le saut en parachute, où là, eh bien, on a décidé de réinventer l'organisation de la boîte de fond en comble. Et là, il n'y avait pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que quand tu sautes en parachute, tu peux pas dire c'est une connerie, je remonte. Ça, c'était pas possible. Et ça a été fait le 7 janvier 2012. Donc tu vois, 2 ans après qu'on ait commencé la transformation, là, presque 2 ans, là, on a vraiment fait une bascule complète puisqu'on a réorganisé l'entreprise à partir des équipes. Ok. Il y a eu une annonce, il y a eu un. On a fait tout ça tous ensemble un week-end. Ça a été un week-end absolument dingue. Et qui était vraiment. Donc, ce qui fait que quand tu demandes aux équipes depuis quand vous avez changé, ils vont te dire le 7 janvier 2012. Mais n'oubliant que pendant 2 ans, on avait préparé le terrain, on avait massé. J'allais poser la question, il y en a peut-être certains quand même qui ont senti, non, qu'il y a eu Alors oui, des premiers bien sûr, mais je changements. te dis, pour beaucoup, ça Ouais. reste ce moment-là. Ok. Alors qu'il y a eu quand même 2 ans avant sur lequel on avait fait quand même beaucoup, beaucoup de travail en profondeur, tu sais, pour masser en profondeur, quoi. Oui, je pense que s'il n'y a pas ce travail-là, Ça devrait marcher. ça peut être même destructeur, Ouais, quoi. ça, exactement. Donc voilà ce qui s'est passé. Et ça a été, mais ça a été dingue, quoi, hein, puisque il y a eu une énergie qui s'est lâchée dans la boîte. Et alors, on a essayé de modéliser ça après, de comprendre ce qui s'était passé, d'essayer de mettre des mots sur tout ça. Et finalement, aujourd'hui, j'aime le résumer en disant que dans une entreprise classique, l'objectif, c'est de chercher de la performance, Ok. du résultat. Et pour atteindre ça, tu mets en place ce qu'on appelle une exécution, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui prend une décision et puis on met en place de l'exécution avec des opérations, du machin, du contrôle de gestion, etc. etc. On vérifie que l'exécution est la moins mauvaise possible. Mais dans une organisation collaborative, ça fonctionne pas vraiment comme ça. On va dire plutôt que l'objectif de l'équipe dirigeante, c'est de favoriser l'épanouissement des équipes. Ok. Si les équipes sont plus épanouies, la conséquence, c'est qu'elles vont s'engager plus. Si elles s'engagent plus, la conséquence, c'est que la boîte est plus agile. Et si la boîte est plus agile, elle est plus performante. Mais la performance est donc Une conséquence. une conséquence et plus un objectif. Et ça change tout pour un dirigeant. C'est-à-dire que plutôt que de mettre mon effort en disant il faut que je fasse du résultat ou du chiffre d'affaires ou du résultat, c'est-à-dire il faut que je mette tous mes efforts au service de créer l'épanouissement dans la boîte. Et ça change tout parce que c'est plus du tout le même boulot. C'est plus du tout le même boulot. Alors même si je l'ai compris après, en fait, c'est des notions d'ailleurs qui sont assez fines. C'est l'épanouissement, c'est pas le bonheur au travail. C'est encore autre chose. Mais je veux bien que tu Ouais. fasses un peu la différence par rapport à ça, parce il peut y avoir des détracteurs de ce modèle qui vont sûr. dire oui, bon, bah, ils vont passer leur temps à jouer au ping-pong dans l'open space, ils vont Bien bien sûr. s'amuser, mais ils vont justement en profiter et ne plus rien faire. Alors, ça, c'est la lecture. C'est la lecture du monde collaboratif par le monde conventionnel. Ok. Et c'est normal. J'aurais eu la même lecture, probablement. C'est simplement que le cliché qu'on a, c'est ça. C'est que c'est on se lance là-dedans et tout le monde fait ce qu'il veut. La réalité, c'est qu'on a gagné beaucoup plus d'argent après qu'avant. Donc, il y a une réalité. Ça, c'est un facteur qui parle bien en général. Il y a une réalité qui est tangible. Oui, mais c'est pas suffisant parce que si c'était avéré, toutes les boîtes collaboratives, elles sont plus performantes en général, toutes plus performantes. Mais si c'était avéré, puisque les entreprises sont là quand même pour délivrer de la performance, qu'est-ce qui fait que toutes ne basculent pas? Il y a un deuxième sujet. Bah, en tout cas, ce que je ressens, et dans plein de domaines, c'est que, en tout cas pour l'humain, c'est très difficile d'accepter qu'on s'est trompé pendant longtemps et que des fois, pour l'ego, on préfère ne pas voir. Alors voilà, tu l'as cité. Le deuxième sujet, c'est l'ego. Ouais. L'ego des dirigeants. Et je vais parler du mien. Hein. Et l'ego peut être à la fois aidant, mais aussi limitant. Et là, c'est probablement un des côtés limitants. C'est le fait de, comme tu le dis, attends, ça fait comme ça 20 ans, pourquoi je changerais ma façon de faire? Donc voilà. Alors, profondément, c'est quoi la différence entre l'épanouissement, la QVT et le bonheur au travail? Qualité de vie au travail, on va mesurer un tas de trucs qui sont que le fait que je sois pas... j'ai une vie facilitée. Le bonheur au travail, c'est autre chose. Tu sais, c'est la mode des Chief Happiness Officer. Ça, pour moi, c'est pas du tout le sujet, puisque
qui je suis pour vouloir le bonheur de l'autre. Oui. Je suis pas Dieu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas une mission divine de ça. Et puis Ouais. la perception qu'on a du bonheur est assez personnelle quand même. Exactement. Donc finalement, c'est une notion avec laquelle, même si au début, on était proche de ce chemin-là, non, il y a une vraie différence qui s'est faite. Et puis c'est pas parce que tu embauches un Chief Happiness Officer qu'on mène tout le monde au ski 2 fois par an que ça va faire que les gens vont être heureux dans la boîte. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors la notion d'épanouissement, telle que nous on la voit en tout cas, elle est plus fine que... Enfin, elle est plus fine. Elle est différente de celle-ci. Et on va plutôt s'appuyer sur les théories de Deci et Ryan, qui sont 2 scientifiques qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Les théories de l'autodétermination. Et qui, après avoir été dans tous les continents du monde pour aller valider leurs approches, on dit, et je t'en fais un résumé simpliste, le premier point, c'est j'ai besoin de vivre une forme d'égalité intrinsèque dans ma relation à l'autre. Alors, c'est pas de l'égalitarisme surtout à la française, je te dis pas qu'il faut monter des kibbutz, des ashrams ou des kolkhozs, c'est pas mon sujet, mais c'est plutôt de faire en sorte que la personne avec qui je m'adresse, au-delà de son rôle, je vais m'intéresser à ce qu'elle est pour ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, etc., etc. Et donc, par exemple, chez nous, tu vois, toutes nos rencontres, là je sors d'une rencontre qu'on avait ici, toutes nos rencontres se font en cercle. Parce que dans un rapport de parité, tu es en cercle. Oui, il n'y a pas le professeur sur l'estrade. Okay. Bon, tu vois, tu comprends ça. Et alors, la conséquence de ça, vivre le sentiment d'égalité intrinsèque, c'est-à-dire de gommer les symboles de pouvoir, de machin, de plein de trucs comme ça, va faire que chacun des équipiers va renforcer l'estime de lui-même. C'est bien d'avoir une bonne estime de soi, parce que si tu penses que tu n'es pas un mec bien ou une nanette bien, ça ne peut pas fonctionner. Le deuxième sujet, c'est pouvoir réaliser son potentiel, pleinement son potentiel. Et donc, ça sous-entend déjà que ton boss ou que la personne avec qui tu bosses ne pense que tu n'es pas un abruti, quoi. Donc, sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, tu vois, il y a déjà un regard positif sur la personne avec qui je bosse. Et donc, favoriser la réalisation de son potentiel. Pour l'expliquer, on aime bien prendre une notion à des gens qui fonctionnent sur les principes collaboratifs depuis longtemps, que tu connais sans doute. W.L. Gore, la fameuse marque qui fait le Gore-Tex, entre autres, mais aussi les cordes de guitare, etc., etc. Cette boîte fait 10 000 personnes et depuis 1959 fonctionne sur des principes collaboratifs. Et chez Gore, ils ont une notion qui s'appelle le sweet spot, qui est assez intéressante, qui est le point d'équilibre merveilleux sur lequel tu vas... c'est le meilleur job du monde, il se trouve à la croisée de 3 chemins. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce dont l'organisation a besoin. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce dont l'organisation a besoin. Et si j'arrive à me rapprocher le plus possible de ce point-là, tout ce que je vais faire va être de réaliser mon potentiel. Et pour te donner un exemple assez factuel, tu vois par exemple ici, Tim, à La Fontaine, Tim, c'est notre soigneur animalier. C'est celui qui prend soin de tous les animaux, et Dieu sait s'il y en a sur le site. Alors, il fait plein d'autres choses, mais principalement, c'est sa mission. Puis un jour, lors d'une discussion, j'apprends à connaître Tim et il m'explique qu'il a passé 1 an et demi en Inde et qu'il a kiffé ça et que pendant 1 an et demi, il était dans un ashram, il a fait du yoga. Et il a adoré ça. Pourquoi on ne ferait pas ça ici ? Si tu viens tous les week-ends, tu peux venir faire du yoga tous les week-ends avec Tim à La Fontaine maintenant. Et tu vois, à la fois, c'est un truc qui le passionne. Bah oui. Et puis en même temps, ça veut dire que les gens qui viennent ici peuvent aussi profiter de ce qu'il sait faire, quoi. Mais ce dont tu parles, de t'intéresser finalement, d'être curieux des personnes de l'autre, goût de l'autre. Ouais, dès que t'es arrivé, je l'ai bien senti. En fait, j'ai eu l'impression que c'était toi qui commençais l'interview pour moi, en fait, et on a l'impression que c'est presque un réflexe maintenant pour toi d'aller, de pas juste faire du tchic-tchac et de parler du temps, mais d'aller poser des vraies questions et d'aller au fond des choses. Et c'est très agréable, et ça, en tout cas, merci, parce que ça met en confiance tout de suite. Je sais pas si j'ai réussi à faire ça. J'aimerais bien. C'était le cas pour moi. Donc, les 3 points, vivre le sentiment d'égalité intrinsèque, pouvoir réaliser son potentiel le mieux possible. Et la 3e chose, c'est l'autodirection. Et l'autodirection, qu'est-ce que c'est ? C'est l'application du principe qu'on appelle de subsidiarité. C'est-à-dire que dans mon périmètre, dans mon action du quotidien, je vais pouvoir prendre toutes les décisions que je juge utiles pour servir le projet collectif sans avoir besoin d'attendre
la validation de mon chef toutes les minutes, quoi. Et donc le liant de tout ça, c'est la confiance, hein. Donc déjà, on me fait confiance, je sais où je vais, ça c'est la vision souvent qui est co-construite. Il y a un schéma, un système de valeurs qui a été élaboré par l'ensemble des personnes. Pardon. Voilà. Et donc, ce que disent DCI et Ariane, c'est que voilà, c'est je te dis, ça c'est du simpliste, mais pour résumer, c'est voilà les 3 ingrédients. Donc, pour réussir à créer plus d'épanouissement, j'encourage tous les dirigeants à se focaliser sur ces 3 points, faire vivre le sentiment d'égalité intrinsèque, s'intéresser aux autres et tenter de les rapprocher de leur sweet spot le plus possible, ou de les aider à se rapprocher de leur sweet spot, et puis de leur faire confiance et de mettre en place les principes de la subsidiarité. Voilà. Et comment je pourrais formuler ça? C'est que quand c'est présenté comme ça, moi j'ai qu'une envie, c'est de le faire. Ça a l'air vraiment génial. Mais j'imagine qu'il peut y avoir des frictions à mettre en place ce modèle-là. Tu l'as dit, donc vous avez travaillé les choses 2 ans en amont avant de vraiment faire la bascule. Les gens que tu accompagnes, les entreprises que tu accompagnes, justement, quelles sont les difficultés, ou même toi, les difficultés que tu as pu rencontrer pour passer sur ce modèle-là? Est-ce que des fois, tu t'es même dit, on va revenir en arrière, c'est plus simple quand on donnait les ordres et basta? Alors, tu as raison sur le fait que c'est pas un chemin linéaire. L'idée, c'est pas je suis ou je suis pas sur un schéma collaboratif. C'est je suis ou je suis pas sur un chemin. Ce qui est très différent. C'est pas on-off, tu vois. Et donc, l'idée de se mettre sur un chemin fait que un jour, tu vas faire 2 pas en avant, le lendemain, 2 pas de côté, le lendemain, 3 pas en arrière, puis 10 pas en avant. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est plutôt avoir comme une logique de chemin. Et puis, sur ce chemin, tu as des gens qui vont avancer 1 pas par an, et puis d'autres qui vont avancer 10 pas par an. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas de concours à faire là-dessus, quoi. Mais les principaux écueils qu'on peut... Puisque, alors, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en 2012, 2013, moi, je quitte la boîte et je pars pendant 1 an faire un tour du monde. Ce qui va être un truc dingue, c'est que, en fait, je me rends compte que j'ai besoin de laisser physiquement la place pour que le collectif puisse, parce que je prenais beaucoup de place, hein, pour que le collectif puisse s'en emparer. Et puis, la deuxième chose, ça me permettait de réaliser un rêve de gosse, de partir prendre du temps avec ma famille. Enfin, c'était vraiment un bon moment pour ça. Et à ce moment-là, en fait, en revenant en 2013, j'ai une opportunité. J'ai un copain qui me dit regarde ce truc, ça devrait t'intéresser. Et je vais faire une formation en coaching d'organisation. Je vais me certifier en coach d'organisation. Dans le coaching, tu sais, il y a 3 dimensions. Le coaching individuel, donc aider la personne à trouver par elle-même les réponses aux problématiques qu'elle se pose. La deuxième, c'est le coaching d'équipe. C'est pareil, tu prends une équipe et puis tu la mets dans une qualité de lien et puis de co-responsabilité qui va faire qu'elle va pouvoir avancer plus vite. Et puis, le coaching d'organisation, c'est comment tu fais pour que une organisation puisse bouger d'un état X, enfin, d'un état bleu à un état vert, par exemple. Et je vais faire cette formation-là qui va être extrêmement intéressante, nourricier pour moi. Et finalement, moi, je vais faire mon mémoire en disant, mais comment on peut utiliser ces outils, puisque ce sont des outils, des postures, etc. Comment on peut utiliser cette approche pour aider les organisations à se transformer sur des schémas d'organisation collaborative. Donc, tu vois, coaching d'organisation. Coaching d'organisation a visé d'aller sur du collaboratif. Donc, un truc très étroit. Et finalement, quand je vais finir cette formation-là, il y a un copain, puis un copain d'un copain, puis un copain d'un copain d'un copain. Et finalement, on a constitué une équipe de gens du groupe, plus d'autres, et notamment des clients qui nous ont accompagnés, qui nous aident à accompagner aujourd'hui. On a accompagné 70 organisations à faire leur but. Voilà. Et c'est génial parce que là, ça percole, là, ça diffuse. Et donc, ça nous permet de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La réalité, c'est que pour moi, aujourd'hui, 90% des dirigeants qui s'engagent dans ce type de transformation échouent. Et toujours, mais c'est vachement dur, hein, c'est hyper dur. Et toujours, sinon il y en aurait partout, hein, parce que c'est plus performant, donc il y en aurait partout. Quand tu dis ils échouent à quel moment? Alors, les 5 facteurs principaux identifiés par nous, le premier, c'est le manque d'ancrage du dirigeant. C'est-à-dire le dirigeant qui le fait parce qu'il y a un effet de mode, parce qu'il a son pote qui a fait ça, parce qu'il trouve ça plutôt sympa, machin, etc. Celui qui n'est pas... En fait, tu sais, c'est pas le 13e dossier sur la pile, c'est le fait de dire... Je pousse toutes les piles et il n'y a plus que ça qui compte. Et le reste passera après. Et c'est le fait de dire, je vais douter. Tu l'as dit tout à l'heure.
Oui, pourquoi je reviens pas en arrière? Parce que c'est beaucoup plus facile dans plein de moments. Donc l'ancrage du dirigeant. Celui qui vraiment contre vents et marées, y compris quand la tempête va se lever, ne bougera pas d'un iota. Le deuxième facteur d'échec, c'est l'effet d'annonce. Très souvent, les dirigeants sont excités par l'idée d'annoncer le grand soir à leurs équipes, rassemblent tout le monde, leur dit ça va être un truc génial, On va tout changer. on va tout changer. Bah là, la seule chose que tu arrives à faire, c'est mettre toute la boîte en résistance. Donc ça, c'est une vraie connerie. Dire fait rire, faire fait taire, on l'a évoqué tout à l'heure. Le troisième facteur, c'est que très souvent, les dirigeants, ça c'est l'apanage des grands groupes français, vont mettre en place des équipes de change. D'accord, des équipes pour faire le changement. Exactement. Et tu as une corrélation parfaitement linéaire entre le nombre de personnes au change et l'incapacité pour la boîte de se transformer. Et c'est con, mais quand le dirigeant fait ça, il le fait de toute bonne foi en disant je vais mettre à disposition de l'organisation des moyens pour l'aider à se transformer. Ce faisant, il oublie un peu que le premier qui doit passer à la caisse, c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, regardez, je fais tout ce qu'il faut, je mets les moyens. Mais non, le premier moyen, c'est toi. Oui, les moyens ne sont pas forcément directement matériels, Tu mais comprends? au départ, c'est Tu comprends? intérieur. Donc, et c'est pour ça que ce qu'on peut observer, c'est plus tu as de personnes au change et moins ça transforme. Voilà. Le quatrième point, c'est que le dirigeant, souvent, quand il s'engage, eh bien, il veut transformer sa boîte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme sa boîte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il prend un truc qu'il faisait, par exemple, tout seul avant, et puis il le confie au collectif en leur disant, allez-y, faites, je vous fais confiance. Et il y a une anecdote qu'on aime bien raconter à ce moment-là, c'est le principe du prisonnier. Imagine que tu sois patron d'un centre pénitentiaire. Imagine que tu prends le micro et tu dis, je veux tout changer. Donc, au lieu que vous sortiez tout ça, machin, c'est plus nous, c'est plus les matons qui vont ouvrir les portes. J'ouvre toutes les cellules et maintenant, je vous fais confiance et machin. Si pendant 20 ans, Oui. tu as été dans ta cellule, tu entends le chef, le grand chef, qui te dit, j'ouvre toutes les portes, je vous fais confiance, maintenant sortez, ça va bien se passer. Tu fais quoi? Alors, j'aurais presque l'idée qu'il y a des individus qui vont faire n'importe quoi, d'autres qui vont même pas oser sortir de la cellule. Et c'est quoi les proportions? Et ben ça, je sais pas trop. L'immense majorité, peut-être 99%, vont rester dedans. Parce que Ah oui. comme ce qui était interdit avant n'était pas autorisé, n'était pas, enfin, je veux dire, le droit à l'erreur, tous ces éléments de culture n'étaient pas autorisés. Comme à chaque fois que je voulais aller, il fallait que je lève le doigt pour qu'on dise est-ce que je pensais que c'est un piège, tu comprends? Donc les gens vont pas y aller. Ça ne marche pas. Oui, c'est devenu réflexe, quoi. Il y a un piège, je vais encore me faire avoir. Donc ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord passer par la transformation individuelle, puis culturelle, et ensuite opérationnelle. Mais ça, c'est que la fin, en fait. Et si tu réussis bien les deux premiers, la troisième étape devient possible. Ouais. Si tu as mal fait une des deux premières, la troisième est impossible. Et puis le dernier élément, et là tu me concéderas de ne pas être objectif là-dessus, c'est qu'appétence, c'est pas compétence. C'est-à-dire que... c'est pas parce que tu as envie que tu es capable de le faire. Alors, et je vais mettre ça sur les accompagnants, parce que l'immense majorité des boîtes qui veulent faire ça se font aider. Et par qui? Souvent par des coachs. Et en fait, l'appétence des coachs n'est pas forcément leur compétence sur ce sujet-là. Okay. Je m'explique. Si je te dis, moi, l'Himalaya, j'adore. J'ai lu tous les bouquins. J'ai vu toutes les vidéos. J'ai rencontré des grimpeurs. J'ai tout le matériel dans mon garage. J'y suis jamais allé. Demain, je t'emmène? Si tu dis oui, t'es suicidaire. Oui. D'accord? Tu vois, c'est pas parce que j'aime le sujet que je suis compétent pour. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui aiment le sujet et qui disent je vais vous aider à le faire. Et ce sont des gens qui ne sont jamais allés visiter l'Everest apparemment. Voilà. Bon. Voilà quelques-unes des éléments qui fait que c'est pas aussi simple que ça en fait. J'en profite parce que tu as parlé de la culture de l'erreur. Autoriser l'erreur, moi ça me touche particulièrement. Encourager. Encourager même à y aller, à tenter. En off, je disais que j'avais 4 enfants et on a même fait le choix de faire l'école à la maison. Tu parlais que toi, ton parcours à l'école avait été un peu particulier, etc. On a fait ce choix-là aussi justement pour cultiver le fait de vas-y, trompe-toi, la notion de note, on verra plus tard, fais, essaye, tombe, recommence, voilà. Mais je me suis quand même rendu compte, pareil pour me faire l'avocat du diable, ouais, il faut faire des erreurs, c'est top, mais il faut quand même soit être accompagné, soit être câblé pour retenir la leçon.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on peut des fois reproduire tout le temps la même erreur au final. Alors effectivement, c'est pour ça que ça s'inscrit, la culture de l'erreur s'inscrit dans une logique de rétex. C'est-à-dire que euh, quand un dirigeant va commencer à dire, effectivement, j'ai fait une connerie, hein, de toute façon, si tu veux développer la culture de l'erreur, il y a pas 50 chemins, il faut que l'équipe dirigeante, quand elle entre en interaction avec ses équipes, régulièrement, voire à chaque fois, dise, la semaine dernière, je me suis planté, voilà ce qui s'est passé. Et surtout, de rajouter après, et voilà ce que j'en ai appris. Mhm. Et donc, ça se traduit chez nous par les logiques d'organisation apprenante, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un truc, on va créer un rétex. Et le rétex, c'est simple. Rétex, c'est retour d'expérience. Mhm. Il y a 3 questions à se poser, hein. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Quelle que soit la séquence, hein, que ce soit une semaine de formation, l'accueil de nouveaux clients, la réalisation d'une nouvelle salle de réunion, n'importe quoi, n'importe quel sujet, hein. Mhm. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Et donc avec le collectif, hein, toujours en parité. Qu'est-ce qu'on a raté? Et qu'est-ce qu'on fera différemment demain? Et si tu poses juste ces 3 questions-là, tu mets l'équipe dans une dynamique positive. Tu mets l'équipe dans une logique d'organisation apprenante. Et ça veut dire qu'il faut inscrire ces temps de rétex. En tout cas, c'est aussi une question que je me suis posée, surtout quand le groupe devient plus grand. Ça prend du temps. Est-ce que ça aussi, ça peut faire peur en disant, mais on va passer notre temps à faire, entre guillemets, des réunions, à être autour Ouais, d'une table, bien etc. sûr. Là encore, c'est une lecture du monde, alors, Sûrement. du monde collaboratif par le monde, classique. Et il y a un schéma que je fais souvent qui est, imagine que tu as 2 lignes. Mhm. La première ligne, c'est décision du monde conventionnel. Je prends une décision, ça prend 10 minutes. Je la transmets à toute mon entreprise, ça prend 10 heures, peu importe. Si elle est sur toute la France, il faut 10 heures. Après, il faut 10 mois pour que ça ne soit pas appliqué. D'accord? Pour que ça soit pas. Et alors que si tu es dans une organisation collaborative, il va peut-être falloir 2 mois pour réussir sur les sujets importants Mhm. à se mettre d'accord. Mais comme c'est collectif qui va se mettre en route, l'adoption, l'appropriation, elle est immédiate. Ouais. Elle est massive et immédiate. Massive et immédiate. Donc, tu vois, c'est plus long, mais c'est moins long. Oui, je vois. C'est un faux semblant, en fait. On a l'impression que c'est plus rapide, parce que quand tu prends une décision, l'objectif, c'est que la mise en place de ta Il faut décision. voir l'ensemble. Et voilà, si tu regardes court terme, oui. Si tu regardes long terme, bah non. Mhm. Ok. Et au-delà donc, des rétex, est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettent, même quand on fait le rétex, ça veut dire qu'on a quand même identifié qu'on avait fait une erreur. Des fois, on ne voit pas l'erreur. Ou des fois, est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent, ou alors est-ce que dans le collectif, le retour des autres aussi est possible, j'imagine. C'est pour ça que tout se fait toujours en collectif. Mhm. La puissance de l'intelligence collective d'une équipe dépend de 3 facteurs. La première, c'est la diversité. Si tu as une équipe monolithique, pas d'intelligence collective. Donc, il faut de la diversité. Donc, si tu as 10 énarques, pas d'intelligence collective. Ok. Si tu as un commercial, un chauffeur de bus, un astrophysicien et un charcutier, là, tu as de l'intelligence collective. Deuxième facteur, c'est la qualité du lien qui unit les membres de l'équipe. Si les gens, tu vois, travaillent vraiment en conscience de la qualité du lien, c'est-à-dire se dire les choses, mais se les dire vraiment, mais en prenant soin de la manière dont je les dis, etc., etc. Ça, c'est le deuxième facteur. Et puis le troisième, c'est un facteur numérique. S'il y a légèrement plus de femmes que d'hommes dans une organisation, à ce moment-là, il y aura plus d'intelligence collective. Ça, c'est quelque chose, pour toi, qui est intrinsèquement lié au côté féminin. Est-ce que avec le temps, c'est quelque chose qui se lisse et finalement, le fait qu'il y ait plus de femmes a de moins en moins d'importance, ou quoi qu'il arrive. Alors, tu rentres un peu dans les subtilités. Peut-être que le sujet est peut-être un peu touchy. Non, pas du tout, mais, c'est juste que tu rentres un peu dans les subtilités. Et en fait, là, je suis un peu caricatural quand je dis plus de femmes que d'hommes. Et d'ailleurs, c'est la proportion d'hommes-femmes sur Terre. Il y a légèrement plus de femmes que d'hommes. Mais on pourrait être un petit peu plus subtil en disant c'est d'énergie féminine. Ouais, d'accord. Bon, mais bon. Voilà. Ok, très bien. Le temps passe très très vite. C'est pas vrai. Ouais, ça va. Mon Dieu. Mais c'est très bien, très bien. Si on arrive vers la fin, maintenant que j'ai fait l'avocat du diable plein de fois, on va plutôt être dans l'autre sens, où dans une entreprise où la transformation s'est bien passée, au-delà du fait que la conséquence est il y a une meilleure performance, donc qui n'est plus un objectif, mais il y a une conséquence,
Quels sont les autres points positifs qui apparaissent justement? Mais déjà, je pourrais te dire en préalable que je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de choix. Je m'explique. Si je te pose la question de dire, il y a 5 ans, imagine qu'on se soit vu il y a 5 ans. On aurait pu avoir toutes les discussions de la Terre au coin du feu de bois et d'une bonne bouteille et de se dire, est-ce qu'on aurait pu imaginer il y a 5 ans ou 6 ans que les Anglais quittent l'Europe, Oui. que des Américains prennent d'assaut le Congrès, le Capitole, que tes enfants fassent leurs devoirs avec des intelligences artificielles, que un mec, Musk, disrupte complètement deux industries mondiales que sont l'aérospatiale et l'automobile. La première voiture vendue l'année passée dans le monde, c'est le modèle Y. Première voiture, 1 200 000 bagnoles. Il a rasé tout le monde. Et il connaissait que dalle aux voitures. Est-ce qu'on n'aurait pas imaginé la guerre à nos pieds en Europe? Est-ce qu'on aurait pu imaginer les rues de Paris désertes pendant des semaines, ou des grandes villes désertes pendant des semaines? Est-ce qu'on aurait pu imaginer le brasier au Moyen-Orient? Et c'est une liste qu'on pourrait... Agrandir. Une réélection de Trump. Mais tu vois, on pourrait faire une liste à l'après-vert de ça. Personne n'aurait pu. Donc, on est assez nombreux à appeler ça VUCA. Je ne sais pas si tu connais cette expression-là. Je ne connais pas. C'est un acronyme qui a été imaginé pendant les années 90 par un colonel de l'armée de terre américaine pour décrire le champ de bataille asymétrique à l'époque. VUCCA, ça veut dire volatile, incertain, complexe, chaotique et ambigu. Volatile, incertain, complexe, chaotique et ambigu. Et on est de plus en plus nombreux à penser que c'est le monde entier, la société entière qui s'ouvre, qui s'invite dans un monde VUCA aujourd'hui. Et dans un monde comme ça, c'est quoi la première caractéristique d'une organisation qui peut affronter ça? Est-ce que c'est plutôt un modèle traditionnel, avec un mec qui décide et une bonne exécution? Ou est-ce que c'est plutôt une organisation sur laquelle on va tenter de mobiliser par l'intelligence collective et l'intelligence émotionnelle, de mobiliser un collectif? Oui, j'imagine que plus on rajoute de personnes, plus on a de données, d'infos, etc., et plus on peut mesurer par rapport à tous les changements rapides qui peuvent se passer. Donc évidemment que l'agilité va être la première caractéristique qu'on va chercher. Et il y a beaucoup plus d'agilité dans une organisation collaborative que dans une organisation directive, évidemment. Je tente quelque chose d'un peu bancal, mais tu as parlé un peu d'intelligence artificielle à un moment. Quand on voit l'évolution de plus en plus rapide de ces intelligences artificielles, et en fait, ce qui fait la puissance d'une intelligence artificielle, c'est la quantité de données qu'elle a amassées et la possibilité de la traiter, et que cette capacité augmente, alors je ne sais pas si c'est exponentielle, mais très très vite. C'est peut-être complètement fou, mais est-ce qu'on ne tendrait pas vers une intelligence artificielle qui arriverait à tenir compte de tous ces paramètres chaotiques pour donner une ligne directrice? C'est un peu farfelu, hein, mon idée, mais ou qui serait presque un assistant ou un à côté de l'intelligence collective humaine. Ma perception, c'est que les solutions sont simples et de bon sens paysan. Mm-hmm. Mais c'est comme la différence entre les entreprises classiques et le collaboratif. Tu sais que si tu prends le budget militaire mondial, tu éradiques la faim dans le monde. Oui. Comme ça. Et je crois que c'est très largement supérieur à la faim dans le monde. Bon. Donc en fait, les solutions, elles sont faciles. Il y en a plein. Et elles sont toutes simples et on les connaît quasiment toutes. Qu'est-ce qui empêche? Oui. Ben, c'est la même chose que pour les boîtes. C'est les jeux d'ego. Voilà. Moi, j'ai tant de porte-avions. Moi, j'ai tant de sous-marins. Et moi, j'ai tant de chars. Enfin, tu vois, on en est quelque part. On en est encore à les Goncourt, quoi. Hein. Donc voilà. Mais alors, ce que je peux te dire, c'est quoi les autres avantages, puisque je reviens à ta question. Oui, pardon. Oui. Donc déjà, pour mettre un point de contexte, c'est le contexte du monde dans lequel nous sommes en train de vivre et dans lequel nous nous engouffrons ne va pas beaucoup nous donner le choix que de mobiliser l'intelligence collective des différents groupes. La deuxième chose, c'est que quand tu ouvres ce chemin-là, tu y vas pour changer ou tenter de transformer ton organisation et c'est ta vie que tu transformes. Ça, c'est clair.
sa vie se transforme. La troisième chose, c'est que, en tout cas, ça a été mon cas, si tu commences à prendre soin dedans, au bout d'un moment, tu prends soin dehors. Et si on est là à l'écodomaine, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'après cet épisode de 2009 qui a été très dur pour moi, il y en a eu un autre qui a eu lieu il y a 8 ans, ou 9 ans, quand j'ai cru comprendre, en tout cas, que la manière dont on vivait dans nos schémas de société occidentale n'était pas soutenable à brève échéance. Mmh. Mais ça a été dur pour moi, hein. Ça a été une phase de deuil, parce que regarder tout ce qu'il y a autour de moi et dire ça à un moment, et rapidement, probablement, ça ne va pas pouvoir durer longtemps. Tu connais le jour du dépassement. Oui. Tu sais ce que ça veut dire. Hein. Il arrive de plus en plus tôt. Et ça veut dire quoi, le jour du dépassement? Ça veut dire que tout ce qui est avant, la planète se régénère, et puis après, elle ne se régénère pas. Hein. Bon, c'est comme si tu as une baignoire, la baignoire, elle se remplit d'1 litre tous les jours, et toi, tu en bois 2 tous les jours. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Bon, c'est exactement ce qu'on vit au niveau de la société occidentale. Et donc, tout ce travail fait sur le collaboratif, l'intelligence collective, les connexions à l'intelligence émotionnelle et tout ça, m'a permis, moi, de visiter autre chose, qui est comment, demain, finalement, on va réinventer ce schéma sociétal. Il est à bout de souffle, il est en train de craquer de partout, mais comment on va le réinventer? Et c'est là où j'ai eu la chance de pouvoir me connecter à un truc qui s'appelle l'économie régénérative, qui a pour ambition de faire que le jour du dépassement de la Terre, si on veut le faire de manière très schématique, on reste toujours sous ce seuil très symbolique. En résumé, de dire comment on fait pour que la nature continue de produire plus que ce qu'on lui consomme. Et donc, ici, on essaie de le conjuguer sur 5 items. Le premier, c'est local, produire où tu consommes. Il faut savoir aujourd'hui qu'une denrée alimentaire en France, en moyenne, je crois, si je me souviens du chiffre, c'est 730 km entre son lieu de production et son lieu de consommation. Beaucoup de kilomètres avant d'être mangé. Ouais. Waouh! T'imagines le bilan écologique du truc, quoi? Bon. Donc, produire où tu consommes, ton eau, ton énergie, ton vin, tout ce que tu peux, quoi. Tes œufs, tous les légumes dans le jardin, etc. Et ça, c'est bon. Et il y a un boulot absolument dingue qui est fait par les équipes sur ce sujet-là. Donc, tu as vu, nous, on a des panneaux thermiques, photovoltaïques, donc on produit une partie de notre énergie qui est importante aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est la mise en place du circulaire, c'est-à-dire plus de déchets où les déchets est une ressource. Donc, tu vois, par exemple, les cochons sont nourris avec une partie des déchets de la cuisine, des choses comme ça. Mais c'est très compliqué, parce que quand tu vas voir ton fournisseur, ton marailleur, ou ton fournisseur de trucs ou de bidules, en lui disant, je voudrais réutiliser des contenants qui sont réutilisables, et machin, et tout ça, mais ça challenge les schémas d'organisation des entreprises, mais tu n'imagines pas à quel point. Donc, ça paraît de bon sens, tu vois. Je te donne une boucle sur laquelle les bouteilles qu'on utilise pour faire le vin ici, en fait, on va les réutiliser. Donc, tu vois, on les récupère. Pour notre vin, on les récupère, on les nettoie et on les réutilise, en fait. Tu vois, on a des boucles comme ça. Donc là, il n'y a pas de déchets du tout. C'est vraiment génial. Tout ça à conjuguer avec toutes les normes de sécurité, de trucs, de machin. Donc, deuxième, c'est circulaire. Donc, on a dit produire où tu consommes. Deuxième, c'est s'inscrire dans la circularité. Le troisième logique, c'est, on va dire, essayer de recréer, je sais pas on va dire, ou je pourrais dire la coopération extérieure. C'est-à-dire recréer un lien avec tes voisins, au-delà du schéma métro boulot dodo, pour savoir que ton voisin il a fait tel truc, c'est quoi son arrière-cuisine, enfin tu vois, de se réintéresser à tes voisins pour ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, etc. On fait ici, par exemple, et c'est pas des gens d'ici qui l'organisent, des dîners de la Fontaine sur lesquels on a un groupe de personnes, des Porniquais, qui connaît très très bien le réseau d'ici, et qui, dès qu'il voit une personne qui a fait un truc un peu incroyable, tu vois, des gens qui ont participé à des Jeux Olympiques, des gens qui ont fait le tour du monde pendant plusieurs années avec leurs enfants, des gens qui sont auteurs, des gens qui sont... Voilà, ils les font venir et ils les font intervenir pour qu'on apprenne à mieux les connaître, quoi. Donc en fait, tu vois, il y a des moments comme ça qui sont vraiment... Voilà. Mais on retrouve un peu la philosophie de l'entreprise libérée où on va s'intéresser à l'autre. À l'autre, ce qu'il est, exactement. Ouais. Mais ça peut être aussi, tu vois, une gestion de commun, par exemple, ensemble. Enfin, c'est réinventer la relation à l'extérieur de l'organisation. Le quatrième, c'est le collaboratif. C'est tenter ici de notre mieux d'appliquer des schémas collaboratifs avec des métiers qui sont de prime abord, comme tu vois la restauration, qui est plutôt militaire que voilà. Donc c'est essayer de masser le sujet pour qu'il pénètre là-dedans. Et c'est un vrai sujet, hein, c'est compliqué. Et on a une équipe super, donc c'est top. Et puis le dernier,
je dirais, une forme de dimension spirituelle alors vibratoire, spirituel, énergétique, certains pourront dire religieux. Voilà, mais c'est comment on fait pour se reconnecter à soi, à la terre, tu vois, vivre l'instant présent, les choses comme ça. Bon, donc ça, c'est une autre dimension. Ça fait partie des 5 dimensions qu'on essaye de conjuguer ici, avec des parties, des choix, hein, tu vois, par exemple, dire, bon, bah, ok, il y aura plus de coca, il y aura plus d'orangina, il y aura machin, bon, bah, ok, bah, le foie gras, bon, bah, on va arrêter le foie gras, machin, enfin, tu vois, il y a des choix qui sont durs, hein, parce qu'il y en a qui disent, ah, mais non, voilà. Oui, il y a une attente potentielle, et on a peur de perdre quelque chose, etc. Exactement, Mais exactement. bon, c'est l'occasion, enfin en tout cas, pour être venu plusieurs fois manger ici, de découvrir de nouvelles choses. Et donc on s'engage. Alors, on s'engage et en même temps, on est sur un chemin. Donc, on fait plein de boulettes, tu vois, en permanence, hein. Donc, tu vois, mais on est sur un chemin. Voilà, on s'est mis sur ce chemin-là. Et tu vois, donc, au-delà de la réinvention du schéma de l'entreprise, si je voulais peut-être ouvrir là-dessus, c'est de se dire, maintenant que ça, on a pu toucher ce genre de choses, et donc on aide des boîtes qui sont parfois des organisations très importantes, hein, y compris des organisations d'État qu'on aide sur certains points. Eh bien, comment on fait pour maintenant, quelque part, tenter de réinventer le schéma sociétal? Et là, il y a des choses qui apparaissent évidentes, c'est que tout ça, c'est appuyé sur un schéma de croyance. Oui. Je te donne 2 exemples. Le premier exemple, le culte de la performance. Ce qui fait que les abricots, tu vas les acheter dans le Roussillon, le muguet dans la vallée nantaise, les betteraves dans la Somme, tu vois, le vin à Bordeaux. Enfin, tu vois, je fais. Je vois. Le culte de la performance fait qu'on est devenu hyper spécialisé. Comme on est hyper spécialisé, il y a du kilomètre qui fait. Bon. Donc, tu vois, c'est la nature. Si on veut regarder ce qu'elle nous donne comme leçon, elle nous dit quoi, la nature? Est-ce qu'elle est performante, la nature? La nature, elle n'est pas du tout performante. Elle est ce qu'on appelle sous-optimale. Je te donne un exemple concret. Tu vois un panneau photovoltaïque, un panneau thermique, pardon. Un panneau photovoltaïque. En moyenne, il prend 22-23% des rayons du soleil, il capte et il transforme en électricité. Une plante, elle fait la même chose. Elle prend, avec la photosynthèse, elle va prendre des rayons du soleil qu'elle va transformer. Combien de pourcents? Je sais pas. 2%. Ok. 2%. Si on voulait qu'elle soit optimum, il faudrait qu'elle soit noire, il faudrait qu'elle soit orientée, tout ça, face au soleil. Ça. Mais non, elle est pas, elle est sous-optimale. Mais le fait d'être sous-optimale, ça la rend beaucoup plus résistante. Deuxième exemple, ton système immunitaire. Est-ce qu'il est optimal? Pas du tout. Non. Il est optimal quand il fonctionne à 40 degrés. Quand tu passes en fièvre, la température de ton corps monte à 40 degrés, ce qui n'est pas du tout agréable, mais c'est là où ton système immunitaire est le plus performant. Mais quand il vit à 37, il n'est donc pas en optimalité, il est en sous-optimalité. Donc tu vois, la nature nous apprend que le bon schéma, le schéma de robustesse, c'est un schéma de sous-optimalité. Donc comment on peut réinterroger nos organisations, par exemple qui sont volumiques, hein, tu vois, les entreprises, elles vont faire plus, on est à la pyramide de Ponzi en permanence là. Comment on peut réfléchir sur d'autres logiques? Donc moi, là, ce que j'ai envie de proposer à tous les auditeurs, c'est de se dire, réunissons-nous, et ensemble, tentons de mettre le doigt sur les schémas de croyance qui sous-tendent le fonctionnement de la société occidentale actuelle, voyons ceux qu'on pourrait éjecter, par quoi on les remplace, et puis on essaye. Je reviens un peu sur ce que tu disais, parce que j'ai envie de... Enfin, cette notion-là, elle m'intéresse beaucoup. Ce que tu es en train de dire, c'est que quand on essaye d'être surperformant, on devient un colosse au pied d'argile. Exactement. Très vite, en fait, tout peut basculer. Exactement. Parce qu'on a suroptimisé tous les points, mais s'il y a un engrenage qui pète... Exactement. Rappelle-toi, quand au Vietnam, il y a eu les inondations il y a une dizaine d'années. Inondation au Vietnam. Les chaînes de production de PSA de Mercedes à l'arrêt, parce qu'il y a un composant qui n'y arrivait plus. Donc, on a un schéma d'organisation logistique mondiale incroyable. Rappelle-toi, quand il y a un bateau qui se plante, sur le détroit, sur le canal de Suez, regarde, il y a 5% ou 10% du trafic mondial qui s'arrête. Est-ce que tu vois? Alors, performance. Mais alors, c'est pas du tout adapté, pas robuste en tout cas. Là, je vois aussi l'idée par rapport à cette plante sous-optimale avec la photosynthèse, il y a aussi cette idée d'avoir plein de petits pôles de production plutôt que d'avoir un truc énorme qui fait toute la production. Produire où tu consommes. Ça revient au premier point. Hein. Si tu produis où tu consommes, bah, tu fractalises tout. Et si tu fractalises tout, tu vois, plutôt que d'avoir plutôt que d'avoir 10 centrales électriques, si tu en as 1000. Oui, si y en a une qui pète, c'est pas grave. Bah, tu t'en fous. C'est la logique des réseaux maillés, en fait, des réseaux performants. Donc voilà, en fait, comment on fait pour réinterroger le schéma sociétal
sachant qu'il ne va pas bien, celui dans lequel on vit. Tous les grands corps d'État sont exsangues, les populistes arrivent partout dans tous les pays occidentaux. Et puis on est qu'au début. Je veux dire, il va se passer un certain nombre de jeux climatiques qui vont avoir des impacts monstrueux. Tous les scientifiques te disent, en 2040, la bande des pays qui sont situés sur les pays situés sur la bande équatoriale mondiale, donc la bande équatoriale, seront létaux plus de 20 jours par an. Tu sais ce que ça veut dire? 35 degrés de température avec 100% d'humidité, c'est létal entre 4 et 6 heures. Donc, ça veut dire qu'on va assister à des déplacements de population comme on n'en a jamais connu. Probablement 600, 700, 800 millions de personnes. Et on va sortir d'un schéma le schéma migratoire aujourd'hui, c'est 95% des gens vont dans le pays d'à côté. On va sortir de ces schémas-là pour aller vers des schémas migratoires de grande distance. Mais c'est normal parce que les gens, ils vont juste mourir, quoi. Ils vont juste mourir. La survie. Et donc, en fait, on a, tu sais, VUCA, volatile, incertain, complexe, chaotique, ambigu. On rentre les deux pieds là-dedans. Et donc, je pense que le schéma occidental, il n'est pas du tout armé pour faire face à ça. Comment on fait pour réinventer le plus vite possible ce schéma pour ouvrir de nouveaux horizons? C'est ça qui est le plus passionnant, en fait. Et tu crois qu'on va avoir la souplesse et la résilience pour justement cette transformation? On n'aura peut-être pas le choix de toute façon. Alors en fait, les schémas sociétaux, il faut juste regarder les anthropologues. Ils nous disent que il faut décorréler la planète, l'humanité et les schémas sociétaux. La planète, quand j'entends des gens dire il faut sauver la planète, c'est même pas. Elle sera toujours là. De toute façon, elle sera toujours là. Elle n'a pas besoin de nous. Au contraire, si on n'est pas là, ça va beaucoup mieux pour elle. Donc c'est pas le sujet. L'humanité, c'est pas vraiment le sujet. Il y a du monde partout. Donc le sujet, c'est les schémas d'organisation sociétaux. C'est ça. Et les schémas d'organisation sociétale, ils se montent et ils se démontent. Les Sumériens, les Grecs, les Égyptiens, les Mayas, les gens de l'île de Pâques. Tu peux enfiler un paquet de chapelets avec ce truc-là. Il y en a plein, qui se montent et qui s'arrêtent. Mais quand Rome tombe, ça ne veut pas dire la fin des Romains. Il y a toujours des Romains. Tu vois, en fait, c'est juste le schéma, il monte, et puis à un moment, il se casse la gueule parce qu'il a trouvé sa limite, et puis il repart d'un autre truc. Mais ma question, c'est, est-ce que tu crois qu'on va réussir à le faire en souplesse, ou ça sera forcément dans la douleur, parce qu'on sera confronté au truc? Alors moi, je pense qu'il est trop tard pour faire bouger, eu égard à l'ego de nos dirigeants. Je pense que nous n'avons pas la classe dirigeante politique qui est en mesure de pouvoir nous inviter à nous réinventer à un point qui est vraiment important. De quoi on parle? On parle de diviser par 5 nos émissions carbone au minimum. Ça veut dire quoi, diviser par 5 nos émissions carbone? Si j'en crois ce que j'ai lu de Jean Covici, les émissions carbone, c'est notre activité. Notre activité, c'est tout ce qu'on fait. Donc, est-ce que tu peux diviser par 5 ton nombre de kilomètres, la taille de ta maison, donc le chauffage pour la maison, ce que tu bouffes, ce à quoi tu t'habilles, etc., etc. Bon, est-ce que tu peux tout diviser par 5? Et puis, alors, ce qui est bien, c'est qu'il faut que tu en aies fait 50% du chemin avant 2030, c'est-à-dire dans 6 ans, et puis le reste du chemin dans les 25 ans qui vont suivre. Bon. Et puis, toi, nous sommes des Occidentaux. Va demander à un Soudanais de diviser par 5 ce qu'il a, ou un Yéménite, ou un Bangladais. Enfin, je veux dire, c'est... Théoriquement, en tant qu'Occidentaux, nous, on devrait diviser même plus pour que ça soit quelque part équitable, en fait. Tu vois qu'on est dans des... Il y a un pas de temps et une hauteur de marche qui est tellement important que ça sera difficile. Mais donc, si c'est difficile, c'est-à-dire que le schéma tombe, mais s'il tombe, c'est pas la fin des haricots, c'est la fin d'un schéma. Ouais. Et derrière, c'est comment on réinvente l'autre. Et donc moi, ce que je propose, c'est qu'on concentre nos forces sur comment on fait pour réinventer le schéma d'après. Et n'attendons pas que l'autre se soit cassé la gueule pour tenter d'émettre un certain nombre de regards critiques sur ce qu'on vit et comment on fait pour réinventer autre chose, quoi. Un peu comme les 2 ans que tu as passé à réfléchir à la transition dans ton entreprise. Ouais, mais ça, il faut le faire ensemble, quoi. Ça, faut le faire ensemble. Et c'est absolument... Enfin, tu vois, le champ des possibles qui s'ouvre devant nous, il est incroyable. Il y a une histoire... C'est presque vertigineux parce que
J'ai souvent, moi, cette difficulté, peut-être, où... donc, tu parles du collectif, et il y a l'individu au milieu de ce collectif, et qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu? Ça pourrait être peut-être la dernière question de l'émission, c'est, moi, aujourd'hui, en tant qu'individu, par quoi je peux commencer? Qu'est-ce que je peux faire pour même bien m'intégrer dans un collectif ou... Enfin, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire au niveau d'un individu, un citoyen lambda qui n'a pas forcément des moyens extraordinaires, mais qui veut commencer à faire quelque chose? Ben, je dirais que tu as déjà commencé puisque ton métier, c'est d'être un porte-voix. Donc, poser la bonne question et puis de poser le porte-voix. Donc, toi, tu es déjà dans ta mission de vie quelque part. Hein. Euh, tu vois, donc tout le monde peut faire sa part. C'est la fameuse histoire du colibri. Mhm. Moi, si je me connecte à ma mission de vie, ma conviction profonde, moi, c'est que je suis une sage-femme ou un mailloticien, si tu veux, Ouais. aider le nouveau à advenir. Et peut-être, en conclusion, tu vois, ce que je pourrais dire, et c'est l'histoire que j'aime raconter, c'est un Belge qui me l'a raconté, qui s'appelle Guibert Delmarmol, que je trouve absolument incroyable. On est en 2004, au lendemain du tsunami en Indonésie, 240 000 morts, et là, il discute avec un maître soufi, il lui dit, mais c'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi? C'est pas possible. Et le maître soufi, il réfléchit, il lui dit, un nouveau monde va bientôt naître. Nous venons de perdre les os, et les premières contractions vont bientôt apparaître. Je crois que ça résume absolument toute l'histoire. Et la question, c'est où est-ce qu'on va mettre notre regard? Sur les contractions ou sur le nouveau-né? Toi qui as beaucoup d'enfants, je pense que ton épouse, elle n'a pas été en couche juste parce qu'elle avait super envie d'aller se prendre des contractions. Non. C'est la maternité qui l'a portée. Eh ben, tu vois, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est qu'elle a posé son regard après. Pas sur la difficulté, mais sur ce qui se passait après. Alors si on fait cette métaphore, l'acceptation des contractions a rendu la contraction plus facile et la mise au monde plus simple aussi. Voilà. Tu vois, le résumé, en fait, la maternité, c'est l'histoire de ce que nous allons vivre. Bah écoute, Alexandre, merci infiniment pour cet échange qui a pris des virages inattendus, qui a été beaucoup plus long que je ne pensais. Je suis désolé si j'ai débordé. Tout va bien. Merci beaucoup. Si les gens s'intéressent à ce que tu fais, à tes projets, quelle est la meilleure façon de s'y intéresser? Je dirais déjà, contactez-moi hein, sur LinkedIn, je suis assez facilement contactable, Alexandre Gérard. Je confirme. C'est facile. L'autre chose, c'est venez visiter, aller rencontrer les équipes de La Fontaine, partager avec eux, et vous allez voir qu'on est sur un chemin. Et comme sur tous les chemins, il y a des choses faciles et puis d'autres plus difficiles. Mais voilà. Et puis surtout, mettez votre regard au bon endroit. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt. À bientôt.